Je m'appelle Élodie, à 33 ans, j'ai grandi à Versailles, dans une modeste maison de style Meulière avec 4 chambres, une balançoire dans le jardin et le genre de volet blanc qui donnait au quartier un air de carte postale. Cependant, à l'intérieur, la vie de notre famille tournait presque entièrement autour de mon frère aîné, Étienne. Dès son arrivée, 2 ans avant moi, il a été le centre rayonnant de l'attention de mes parents. Les preuves étaient partout. Des étagères entières dans le salon exposaient ses trophées de football, ses photos d'équipe et ses bulletins scolaires encadrés, sur lesquels ses professeurs avaient écrit « grands efforts ». Lorsqu'il devenait trop grand pour un thème de chambre, mes parents la redécoraient avec enthousiasme, d'abord des fusées, puis des fanions de sport, et enfin un refuge d'adolescents avec des murs bleu marine et un nouveau bureau. Ma chambre est restée jaune pâle avec le même lit simple et les mêmes rideaux que j'avais depuis la maternelle. Les cadeaux racontaient leur propre histoire. Un Noël, Étienne a déballé un ballon de foot signé par le Paris Saint-Germain, un trésor qui a arraché des exclamations de joie à mon père. Mon tour est venu avec un gros dictionnaire, encore rigide de sa sortie du magasin. « Tu aimes les mots » a dit ma mère alors que je tournais ces lourdes pages. C'était vrai, mais même à 10 ans, je savais que ce n'était pas la même chose qu'un ballon signé brandi comme un joyau de la couronne. Les réussites scolaires ne changeaient guère la donne. Lorsque j'ai remporté le concours scientifique régional avec un projet sur les cellules solaires, mes parents m'ont offert des félicitations distraites et se sont dépêchés d'aller au match d'Étienne le même après-midi. J'ai vite appris que ma valeur se mesurait à la façon dont je correspondais à leur image du fils prodige et de sa sœur compétente et arrangeante. À l'âge de 13 ans, j'ai cessé d'attendre des applaudissements. Au lieu de cela, j'ai commencé à nourrir une résolution silencieuse et privée, si l'amour dans ma maison était conditionnel, mon avenir ne le serait pas. Et cet avenir a commencé de manière inattendue dans la cuisine de ma grand-mère. Ma grand-mère, Marguerite Dubois, avait une façon de me voir quand personne d'autre ne prenait la peine de regarder. Elle avait travaillé comme comptable à Paris à une époque où les femmes dans ce domaine étaient rares. Et bien qu'elle fût à la retraite lorsque j'étais adolescente, sa vivacité d'esprit ne s'est jamais émoussée. Pendant que mes parents s'agitaient autour des entraînements de football d'Étienne, je marchais souvent le kilomètre jusqu'à sa coquette maison en briques, où le parfum des brioches à la cannelle semblait toujours flotter. Un après-midi, alors que j'avais 15 ans, elle a mis de côté ses aiguilles à tricoter et m'a demandé si je savais ce qu'étaient les intérêts composés. J'ai secoué la tête, m'attendant à un sermon, mais elle a sorti un bloc-notes jaune et a commencé à esquisser des chiffres avec son stylo plume. « Imagine que tu mettes 100 € à la banque », a-t-elle dit, expliquant comment cela fructifiait avec le temps si on n'y touchait pas. La façon dont son stylo dansait sur la page donnait une impression de magie, bien qu'elle m'ait rappelé que ce n'était que des mathématiques et de la patience. Je suis rentré chez moi ce soir-là et j'ai vidé mes gains de babysitting sur un compte d'épargne. Ce n'était pas grand-chose, mais l'acte lui-même était comme revendiquer une part d'indépendance. Au cours des années suivantes, grand-mère a nourri cet instinct. Elle m'a donné des articles à lire, m'a aidé à acheter mes premières actions modestes et m'a rappelé que la discipline comptait plus que les coups de chance. Lorsqu'elle est décédée subitement pendant ma 3e année d'université, j'ai été anéanti. Mes parents pensaient que sa petite succession serait partagée équitablement, mais son notaire a révélé qu'elle m'avait tout laissé, 46 000 €. Mon père a immédiatement suggéré que je partage avec Étienne pour alléger le coût de ses études supérieures. Ma mère a acquiescé. J'ai refusé. Elle me l'a donné à moi, ai-je dit, ma voix plus assurée que je ne le sentais. J'ai investi chaque centime exactement comme elle me l'avait appris, sachant qu'elle aurait approuvé. Ces dernières paroles, prononcées lors de notre dernière visite, résonnaient dans ma tête, la richesse murmure. Elle ne crie pas, ces murmures sont devenus la fondation de la vie que je construirai plus tard, même si je les gardais cachés. Au moment de mon diplôme, la discipline silencieuse qu'elle m'avait inculquée avait déjà commencé à façonner 2 vies distinctes. L'université a marqué la première véritable scission entre le monde d'Étienne et le mien. Il s'est dirigé vers une prestigieuse école de commerce près de Paris, le genre d'endroit où les frais de scolarité seuls pouvaient acheter un premier appartement. Mes parents ont tout payé, le conduisant fièrement sur le campus avec une voiture pleine de meubles flambant neufs. Moi, en revanche, j'ai obtenu une bourse complète à l'université de Lyon 2. Mon père m'a déposé avec 2 valises et une boîte de fournitures d'occasion, en me disant que je me débrouillerais. Et je me suis débrouillé. La plupart des matins, je faisais le service d'ouverture au café du campus avant les cours. Les week-ends, je passais des heures à la bibliothèque ou donnais des cours particuliers d'économie. L'épuisement était constant, mais j'ai maintenu des notes parfaites, déterminé à ne jamais gaspiller ce que grand-mère m'avait donné.
La finance est devenue plus qu'une spécialisation, c'était une bouée de sauvetage, un moyen de construire le genre d'indépendance que personne ne pourrait m'enlever. Pendant l'été de ma 3e année, j'ai décroché un stage à Paris dans une société d'investissement respectée. L'énergie de la défense, les tours, l'effervescence du quartier des affaires, cela a allumé en moi quelque chose qui ne s'est jamais éteint. Après mon diplôme, j'ai accepté un poste d'analyste junior chez Financière de la Croix. Le salaire était modeste, mais l'expérience était inestimable. J'ai loué un minuscule appartement avec 3 colocataires, vécu de plats à emporter et investi la moitié de mon salaire. À 26 ans, après des années d'épargne acharnée et d'études des tendances du marché, j'ai fait le grand saut. J'ai créé mon propre cabinet boutique spécialisé dans les entreprises sous-évaluées des secteurs émergents. Au début, il n'y avait que moi dans un espace de co-travail exigu. Mais les opportunités sont venues rapidement, une start-up de biotechnologie, une entreprise d'énergie renouvelable, une petite acquisition technologique. Chaque risque a multiplié ce que j'avais construit. À 32 ans, ma valeur nette a discrètement atteint 13 millions d'euros. En apparence, rien n'a changé lorsque je rentrais à la maison. Je conduisais des voitures de location au lieu de ma Tesla, portais des vêtements simples au lieu de création de couturier et esquivais les questions sur mon travail avec des réponses vagues. Le masque était nécessaire, ou du moins c'est ce que je me disais, mais chaque année, il devenait plus lourd. Et quand Michel est entré dans ma vie, il a été le premier à remarquer le poids que je portais. J'ai rencontré Michel Cartier lors d'un événement caritatif en ville, une de ces soirées où les gens du secteur trinquent sous un éclairage tamisé et font semblant de réseauter de manière décontractée. Il ne travaillait pas dans la finance. Il était architecte avec un cabinet à Paris, connu pour concevoir des espaces alliant élégance et fonctionnalité. Ce qui m'a attiré, ce n'était pas son curriculum vitae, mais son aisance. Il écoutait vraiment, d'une manière à laquelle je n'étais pas habitué. Nous avons commencé par des dîners après de longues journées, puis des promenades le week-end au jardin du Luxembourg, et finalement des nuits passées dans nos appartements respectifs. Michel ne m'a jamais interrogé sur les chiffres que je gérais ou les clients que je servais. Il voulait savoir quels livres j'aimais, pourquoi je cuisinais encore les recettes de ma grand-mère, pourquoi j'évitais toujours les questions sur ma famille. Pendant des mois, je lui ai donné les mêmes réponses évasives que je donnais à tout le monde. Ils vont bien, juste occupés, pas grand-chose à raconter. Un soir d'octobre, après 3 mois de relation, il m'a prise au dépourvu. Nous venions de finir de dîner chez moi, et j'avais raccroché après un bref appel avec ma mère, mes réponses sèches et vagues. Michel a posé son verre de vin et a demandé doucement, « Pourquoi t'effaces-tu en présence de ta famille ?» Les mots ont atterri comme une pierre dans l'eau. J'avais passé des années à perfectionner cette gomme, à lisser ma vie pour que mes parents ne la remettent pas en question, à tamiser ma lumière pour qu'Étienne reste leur enfant prodige. Mais le regard de Michel était constant, attendant. Alors, je lui ai tout raconté. Je lui ai parlé des albums photos, des trophées, du collier qu'Étienne a eu pendant que je déballais des livres, de la façon dont mes réussites avaient toujours été minimisées. J'ai expliqué pourquoi je gardais ma richesse secrète, que s'ils le savaient, cela ne deviendrait que l'argent d'Étienne à leurs yeux. Il n'a pas interrompu, il a juste écouté, puis s'est penché en avant. Vivre divisé ne peut pas durer éternellement, a-t-il dit doucement. À un moment donné, tu devras décider quelle vie tu veux. Ces paroles ont résonné longtemps after son départ ce soir-là. À l'approche de la Toussaint, je savais qu'il avait raison. Je ne pouvais plus continuer à prétendre être moins que ce que j'étais. J'ai décidé de l'emmener avec moi à Paris et d'arrêter de me faire petite, même si je n'étais pas prête à tout révéler. La route de Paris à Versailles était bordée d'arbres dénudés et des premières traces de givre sur le bas-côté. Michel gardait une main sur le volant et l'autre posée légèrement sur la mienne, comme s'il sentait le nœud dans mon estomac se resserrer à chaque kilomètre qui nous rapprochait de la maison. Au moment où nous avons tourné dans la rue tranquille de mes parents, le ciel était devenu gris et l'air portait ce froid humide propre à l'Île-de-France de la fin novembre. La nouvelle Audi d'Étienne brillait dans l'allée, sa peinture encore éclatante de chez le concessionnaire. Je savais sans demander que mes parents l'avaient aidé à la financer. Ils le faisaient toujours. Ma poitrine s'est serrée à cette vue, mais Michel a seulement serré ma main. À l'intérieur, ma mère est passée devant moi pour étreindre Michel, sa voix aiguë d'excitation à l'idée de le rencontrer. Mon père lui a tapé dans le dos, lui posant des questions sur son cabinet, tandis que je recevais un sourire distrait et une rapide tape sur l'épaule. Étienne est apparu un instant plus tard, tout en confiance et en assurance, et a été présenté à Michel comme si je n'étais qu'un élément accessoire dans cette rencontre.
Le dîner de ce soir-là semblait scénarisé, chaque réplique déjà assignée. Ma mère avait préparé le rôti préféré d'Étienne, et la conversation tournait autour de sa récente promotion dans une agence de marketing de Paris. Il a décrit son bureau d'anglais le personnel junior sous ses ordres. Pendant que mes parents rayonnaient de fierté, je poussais des petits pois dans mon assiette, offrant des hochements de tête polis. Ma propre carrière était une fois de plus invisible. Plus tard, Michel et moi avons été conduits dans la petite chambre d'amis, avec son canapé lit affaissé au milieu. Étienne et sa femme ont eu la plus grande suite d'invités avec le grand lit et la salle de bain privée. Quand j'ai haussé un sourcil, ma mère a expliqué, le dos d'Étienne a besoin d'un bon soutien. Je n'ai rien dit, bien qu'une chaleur soit montée dans ma poitrine. Cette nuit-là, en passant par la cuisine pour prendre de l'eau, j'ai entendu mes parents parler à voix basse. J'aimerais juste qu'Élodie ait plus d'ambition, soupira ma mère. Mon père répondit, elle s'est toujours contentée de peu, pas comme Étienne. Je suis resté figé dans le couloir, les mots aussi tranchants qu'ils l'avaient été quand j'étais enfant, et j'ai su que les fissures dans mon silence s'élargissaient. Le matin de la Toussaint a commencé avec l'odeur de la dinde déjà au four et ma mère fredonnant dans la cuisine. Je me suis éclipsé dehors pour prendre un appel. Je ne pouvais pas éviter l'un de mes associés qui finalisait les termes d'un accord impliquant des engagements de plusieurs millions d'euros et la planification du déblocage des capitaux. Ma voix était basse, mesurée, mais je me sentais exposé là, dans le jardin de mes parents, entouré des mêmes clôtures qui avaient encadré mon enfance. Quand j'ai raccroché, Étienne était adossé à la porte arrière, les yeux plissés, les bras croisés. Depuis quand la saisie de données implique-t-elle des portefeuilles de plusieurs millions d'euros? Son ton était mordant. Mais avant que je puisse répondre, ma mère l'a appelé à l'intérieur pour mettre la table. Il m'a jeté un long regard avant de disparaître, le soupçon se lisant sur son visage. Plus tard, alors que nous nous habillions pour le dîner, Michel a mentionné notre prochain voyage. Nous serons à Tokyo pendant 2 semaines, a-t-il dit à mon père nonchalamment. Élodie a un client là-bas, et nous restons pour explorer. Les mots semblaient inoffensifs, mais j'ai vu la tête d'Étienne se relever brusquement de l'autre côté de la pièce. Il me fixait comme s'il assemblait les pièces d'un puzzle dont il ignorait l'existence. Quand le repas fut terminé, j'ai apporté la télévision emballée dans du papier argenté et un ruban bleu. Mes parents ont eu le souffle coupé lorsque mon père a arraché l'emballage pour révéler une télévision intelligente de 55 pouces. Leur ancien téléviseur avait près de 10 ans de retard. Je pensais que le cadeau serait une petite gentillesse. Au lieu de cela, ma mère a froncé les sourcils. Élodie, ça a dû coûter une fortune. Elle était en solde, ai-je dit, mais le mensonge semblait fragile. Étienne n'était pas convaincu. Il s'est penché, lisant le numéro de modèle sur la boîte, puis a tapé furieusement sur son téléphone. 1400 €, annonça-t-il, la voix tranchante. Il s'est tourné vers moi, les yeux brillants. Depuis quand peux-tu te permettre ça avec ton salaire? La pièce est devenue silencieuse, les fourchettes cliquetant faiblement contre les assiettes alors que tout le monde se tournait vers moi. Mon masque était en train de tomber, et pour la première fois depuis des années, je n'étais pas sûr d'avoir la force ou même l'envie de le remettre. Les yeux d'Étienne étaient rivés sur les miens, me défiant d'expliquer les chiffres qui brillaient sur l'écran de son téléphone. Mes parents attendaient aussi, ma mère serrant sa serviette à 2 mains, mon père figé en plein mouvement avec sa fourchette. Le silence s'est étiré jusqu'à ce que je le sente peser sur mes côtes. Je ne travaille pas dans la saisie de données, ai-je dit enfin, ma voix stable, bien que mon pouls batte la chamade. Je possède une société d'investissement. Nous avons réussi. Étienne a éclaté d'un rire sec, mi-incrédule, mi-coléreux. Réussi? Dis plutôt secrète. Tu as caché ça pendant que maman et papa m'aidaient à payer mon prêt auto, pendant qu'ils s'inquiétaient des mensualités de leur hypothèque. Sa voix s'est élevée alors qu'il faisait défiler furieusement. Oh mon Dieu, challenge. 13 millions d'euros. C'est une blague? Ma mère a haleté, sa main tremblant alors qu'elle attrapait son verre d'eau. Mon père n'avait toujours pas parlé, son visage était devenu blême, sa fourchette reposant intacte sur l'assiette. Étienne a poussé le téléphone sur la table vers eux. Regardez ça. Elle était assise sur une fortune pendant que nous pensions qu'elle joignait à peine les 2 bouts. J'ai pris une profonde inspiration, les années s'avançant comme des témoins attendant leur tour. Voulez-vous savoir sur quoi j'étais assise, ai-je demandé doucement. Revenons en arrière. Le concours scientifique que j'ai gagné au collège, vous l'avez manqué pour le match de football d'Étienne.
Mon discours de remise des diplômes, vous avez filmé les réactions d'Étienne au lieu de mes mots. L'université, j'ai eu 3 emplois pendant que vous payiez la totalité de ses frais de scolarité et lui donniez de l'argent de poche. Les visages de mes parents sont passés du choc à une prise de conscience naissante et inconfortable. J'ai continué. Vous lui avez donné de nouveaux meubles, de nouvelles voitures, de nouveaux départs. J'ai eu des vêtements d'occasion et des tu te débrouilleras. Et je me suis débrouillé. Sans votre aide, sans votre fierté. Seul. La table était silencieuse, à l'exception de la respiration saccadée d'Étienne. Son expression s'est durcie, la colère bouillonnant au-delà de l'incrédulité. Tu es égoïste, a-t-il craché. Tu nous as laissé penser que tu n'étais rien pendant que tu amassais des millions. J'ai soutenu son regard. Le bilan des années s'étalait entre nous, et pour la première fois, je n'ai ressenti aucun besoin de me faire petite. Étienne a repoussé sa chaise si violemment qu'elle a grincé contre le parquet. Sa voix a retenti à travers la table, faisant trembler les verres. 13 millions, et tu n'as jamais proposé d'aider. Benoît et moi essayons d'acheter une maison depuis des années. Maman et papa ont puisé dans leur retraite pour nous, et toi, tu restes là, à amasser. Ma mère pleurait ouvertement maintenant, ses épaules secouées de sanglots. Les lèvres de mon père ont bougé, mais aucun son n'est sorti. Il semblait que le sol s'était dérobé sous ses pieds. Je ne dois rien, ai-je dit, mon ton plus sec que je ne l'avais prévu. Chaque euro que je possède vient de mon travail, de ma discipline et de mes choix. J'ai construit ça seul. Étienne a pointé un doigt vers moi. La famille est de la famille. C'est comme ça que ça marche. Tu te crois meilleur que nous maintenant? Michel, qui était resté silencieux pendant la majeure partie de l'éruption, s'est penché en avant, son calme tranchant avec le bruit. D'après ce que j'ai vu, Élodie a donné à cette famille toute sa vie, mais pas avec de l'argent. Elle a donné de la patience, du silence et l'espace pour que tous les autres brillent. Il est peut-être temps que quelqu'un lui accorde le respect qu'elle a mérité. Le visage d'Étienne est devenu cramoisi, mais pour une fois, il n'a pas eu de répartie cinglante. Les sanglots de ma mère ont rempli l'espace où les mots auraient pu atterrir. Mon père me fixait simplement, sa fourchette toujours sur l'assiette, comme si le geste le plus simple, la soulever, était soudainement impossible. Je me suis levé, posant ma serviette à côté de mon assiette. Michel et moi allons passer la nuit à l'hôtel. Ma voix n'a pas vacillé. Ma mère a tendu la main, suppliant à travers ses larmes, mais j'ai reculé. Michel s'est levé à côté de moi, stable et sûr de lui. Ensemble, nous avons traversé la salle à manger, passant devant la tarte intacte, le silence lourd comme la pierre, pour sortir dans l'air froid de novembre. Le ciel nocturne était vif et clair, le froid mordant sur ma peau. Pour la première fois depuis des années, le poids de mon silence me semblait plus léger, bien que le coup de l'avoir brisé ne fasse que commencer à se manifester. La lumière du matin filtrait à travers les rideaux de l'hôtel, pâle et impitoyable. Mon téléphone vibrait sans relâche sur la table de chevet, 17 nouveaux messages d'Étienne, chacun oscillant entre indignation et culpabilité. Ma mère avait laissé des messages vocaux en larmes, me suppliant de revenir, insistant sur le fait que nous pouvions en parler. J'ai mis le téléphone en sourdine et laissé le calme s'installer. Peu de temps après, on a frappé à la porte. Michel a ouvert pour trouver mon père, débraillé et las, portant encore les vêtements de la veille. Il est entré sans croiser mon regard, puis s'est assis lourdement sur la chaise de bureau. Pendant un long moment, il n'a rien dit, se frottant simplement les mains. Finalement, il a levé les yeux. Nous avons choisi la facilité avec Étienne, a-t-il admis, la voix rauque. Il pleurait, il exigeait, et nous cédions. Toi. Ces mots ont fléchi. Tu t'es adapté. Ce n'était pas juste, mais c'était plus simple. L'entendre le dire à voix haute était à la fois un soulagement et une blessure. Je me suis observé avant de répondre. Il est trop tard pour défaire le passé, mais à l'avenir, il y aura des limites. Je ne donnerai pas un centime à Étienne. Mes finances sont les miennes, et je n'en discuterai avec personne dans cette famille. Si vous voulez une relation avec moi, le respect doit être égal. Il a hoché lentement la tête, comme si le poids de mes mots s'imposait enfin à lui. Pour la première fois, j'ai vu une lueur de regret dans ses yeux, bien qu'aucune excuse ne puisse effacer des décennies de négligence. Plus tard, alors que Michel et moi faisions nos valises, je me suis surprise à penser aux enfants d'Étienne. Rien de tout cela n'était de leur faute. J'ai commencé à esquisser une idée dans mon esprit,
un fonds en fiducie strictement pour leur éducation, structuré de manière à ce qu'Étienne ne puisse jamais y toucher. Cela me semblait être une ligne entre la compassion et la protection, le seul compromis avec lequel je pouvais vivre. Au moment où nous avons chargé nos bagages dans la voiture, la décision s'était solidifiée en quelque chose de proche de la paix, même si les fractures à la maison restaient à vif. Les mois ont passé, et la tempête s'est apaisée en quelque chose de moins instable, mais toujours fragile. Mon père appelait toutes les quelques semaines, son ton prudent, mais plus honnête que je ne l'avais jamais connu. Il me posait des questions sur mon travail, non par obligation, mais avec une curiosité sincère, et a admis qu'il ne m'avait jamais vraiment vu pour qui j'étais. Les appels de ma mère étaient plus difficiles, mêlés de culpabilité et d'habitude. Elle retombait encore dans ses vieux schémas, invoquant Étienne, mais se reprenait parfois et changeait de sujet, comme si elle apprenait lentement une nouvelle langue. Étienne, je l'ai complètement coupé de ma vie. Son déluge de demandes s'est transformé en accusation, puis en silence une fois que je l'ai bloqué. L'absence ressemblait moins à une perte qu'à un soulagement. Une blessure enfin refermée à l'air libre. J'ai commencé une thérapie, assise en face d'une femme qui a mis des mots sur les années que j'avais portées seule, le favoritisme, l'effacement, la soif de reconnaissance. Morceau par morceau, j'ai commencé à déposer ce fardeau. Avec cet espace libéré, je me suis senti attiré par le don d'une manière qui avait du sens. J'ai mentoré de jeunes femmes entrant dans la finance, des femmes qui me rappelaient celles que j'étais à 20 ans, déterminées mais sous-estimées. J'ai financé des initiatives pour les filles dans les sciences, la technologie, l'ingénierie et les mathématiques, de petits actes d'investissement qui ont eu des répercussions plus larges que je ne l'avais prévu. Michel est resté à mes côtés à travers tout cela, stable et présent, ne me demandant jamais d'être moins ou plus que ce que j'étais. Ensemble, nous avons construit de nouvelles traditions, des vacances avec des amis, des week-ends d'évasion, une communauté qui semblait choisie plutôt qu'imposée. Un soir, alors que le printemps s'installait sur la ville, j'ai accroché une petite clé en laiton au mur de notre appartement. J'y avais fait graver un seul mot, limite. Elle captait la lumière de la fenêtre, un emblème discret de tout ce que j'avais reconquis et de tout ce que je protégerais à l'avenir.